Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Les 5 questions formulées dans la première partie auxquelles nous avons promis de suggérer des réponses peuvent s'insérer dans le cadre de la question objet du titre de cette vidéo, deuxième partie de la série, à savoir Israël a-t-il trompé le Maroc en faisant volte-face le 16 juin 2023 ? Car il s'agit d'une question générale et plus grave, comme vous pouvez le constater, à partir de laquelle les autres pourraient être examinées méthodiquement et plus facilement. Toutefois, pour mieux répondre à cette grave question, je solliciterai votre attention jusqu'à la fin de cette prestation, ce qui vous permettra aussi de savoir la justification de cette interrogation, sa source affirmative, tout en découvrant son contexte. Nous avons abouti dans la première partie de cette série à la reconnaissance de jure de la marocanité du Sahara occidental par Israël dans sa forme implicite. Nous en avons montré les différentes facettes contenues dans l'accord tripartite du 22 décembre 2020. Parmi ces facettes, nous évoquons la plus évidente dans sa formulation, tant par sa teneur sémantique intégrale que par sa logique dialectique, à savoir: les 3 pays stipulent que les États-Unis, je cite, encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris sur le territoire du Sahara occidental, et à cette fin ouvriront un consulat sur le territoire du Sahara occidental, à Dakhla, pour promouvoir les opportunités économiques et commerciales en faveur de la région. Fin de citation. Dans ce paragraphe, nous saisissons clairement l'idée de reconnaissance implicite d'Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, car le fait qu'il soit mentionné que les 3 pays signataires déclarent que les États-Unis d'Amérique encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris sur le territoire du Sahara occidental, suggère forcément qu'un tel encouragement doit émaner de toute évidence d'Israël et des États-Unis, puisque le Maroc n'a pas à encourager le Maroc, c'est-à-dire à s'encourager lui-même ou à encourager son propre développement économique et social dans son propre territoire. C'est une évidence qui ne se discute pas, car en développant le Sahara, le Maroc est son premier propre soutien. Avant toute aide extérieure, cela va de soi, et d'une logique cartésienne. Étant lui-même l'objet physique d'encouragement volontairement déclaré dans l'accord tripartite, il va sans dire que l'État d'Israël est forcément impliqué et concerné en sa qualité de partenaire signataire, au même titre que les États-Unis d'Amérique, en faveur d'un Sahara occidental ne se trouvant ni en Amérique ni en Israël. Nous avons conclu en conséquence qu'il appartenait à l'État d'Israël, par la voie autorisée de son gouvernement, soit le Premier ministre israélien ou son ministre des Affaires étrangères pour le moins, ou dans un premier temps, de confirmer solennellement la marocanité du Sahara dit occidental, à l'instar des États-Unis d'Amérique, co-signataires de l'accord tripartite de Rabat. L'État d'Israël en passera alors de la reconnaissance implicite à la reconnaissance explicite de jure. Mais en attendant d'arriver à ce stade final dans le processus de la reconnaissance israélienne, et sur cet intervalle temporel, indéfini ou non encore déterminé, posons-nous la question suivante. Cette reconnaissance implicite entendue dans l'accord tripartite est-elle restée lettre morte, muette et virtuelle dans le texte? Réponse non, car elle a quand même fait des pas, évoluant ainsi de la perception théorique par conclusion ou déduction à l'expression orale audible. Je vous invite à un rappel de ce qui a été accompli à ce sujet à partir de l'accord tripartite Maroc-USA-Israël, soit depuis 31 mois, c'est-à-dire entre une reconnaissance implicite entendue et une reconnaissance explicite attendue. En effet, le gouvernement israélien va passer à l'acte de la parole orale plus exactement, par des affirmations vocales, mais dans un mode opératoire particulier qu'il estimait approprié à sa politique et sa diplomatie sur la question du Sahara marocain.
Et ce mode opératoire israélien particulier ne sera pas matérialisé par un communiqué officiel émanant directement et de façon définitive du Premier ministre ou de son ministre des Affaires étrangères. Non, il est cristallisé par des déclarations successives et séparées de hautes personnalités étatiques, parmi lesquelles des ministres. Et voici les principaux responsables concernés par ordre chronologique. Premièrement, le lundi 20 juin 2022, la ministre israélienne de l'Intérieur, Ayelet Shaked, débarque au Maroc. Au programme, plusieurs rencontres avec les dirigeants marocains, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères en priorité. À l'occasion de cette visite officielle, elle déclara sans ambages, je cite, qu'Israël reconnaissait la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Deuxièmement, le mardi 26 juillet 2022, Gideon Sar, ministre de la Justice, effectue à son tour une visite de travail au Maroc. Il rencontre son homologue marocain Abdellatif Wehbi. Il reconnut publiquement que le Sahara occidental faisait partie du Maroc. Fin de citation. Troisièmement, le mercredi 7 juin 2023, Amir Ohana, le président de la Knesset israélienne, Parlement israélien, atterrit au Maroc pour une visite officielle, à l'invitation de son homologue marocain Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants. La visite est historique, en marquant un tournant dans les relations entre Israël et le monde arabe. À Tel Aviv, je cite, c'est considéré comme une visite importante et novatrice, du fait que c'est la première invitation officielle pour une visite bilatérale jamais étendue à un président de la Knesset israélienne par un président de parlement d'un pays musulman en général et un président de parlement marocain en particulier, écrit la Knesset dans un communiqué. Lors de sa visite, Amir Ohana déclara, je cite, « Le Sahara est marocain » et le président de la Knesset d'ajouter « Israël devrait reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara ». Fin de citation. Quatrièmement, le jeudi 15 juin 2023, Moshe Arbel, ministre israélien de l'Intérieur et de la Santé, atterrissent à son tour au Royaume dans le cadre d'une visite officielle. Il rencontrait séparément le ministre de l'Intérieur Abdelwafi Leftit et le ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Ait Taleb. L'on s'attendait alors, particulièrement les Marocains, qu'à l'instar de ses trois collègues précédents, Moshe Arbel réitérerait la reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara occidental. Mais combien rapidement, à l'issue de sa visite, les Marocains furent déçus, car il ne fit aucune déclaration dans ce sens, préférant garder le silence, car selon nos sources, avait-il reçu des instructions formelles du Premier ministre Netanyahou de ne faire aucune déclaration sur le Sahara marocain. Cela s'est effectivement confirmé, car différemment de certains de ses collègues qui l'ont précédé, il n'a pas donné une conférence de presse, et dans le bref discours de circonstance qu'il a prononcé à Casablanca, au sein de la communauté juive marocaine, le moindre mot n'a été prononcé sur le Sahara. Pourtant, tant d'indices laissaient croire qu'il chausserait les bottes de ses collègues dans ce mode opératoire israélien. Les contacts chaleureux et spirituels qu'il a eus avec notamment la communauté juive marocaine ou leurs représentants, spécialement à Casablanca et Marrakech, dernière étape de la partie privée de sa visite, laissait présager un nouveau pas dans le processus du mode opératoire israélien dont nous parlons à propos de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Moshe Arbel, ministre de l'Intérieur et de la Santé israélien, a même reçu un homme d'affaires marocain nommé Jamal Bouamama, installé dans la capitale économique du royaume, invité par le ministre lui-même en dehors de sa visite officielle. Une rencontre hautement symbolique, consolidant des relations ancestrales tournées vers le futur. Une poignée de main visiblement chaleureuse qui en dit long. Des regards directs et complices, les yeux dans les yeux, sur fond d'une proximité physique sans protocole, se passant de tout commentaire.
Jamel Bouamama, connu pour son patriotisme et son militantisme nationaliste, est aussi l'artisan de plusieurs œuvres caritatives en Afrique de l'Ouest pour faire le plus d'heureux, notamment en Mauritanie et au Sénégal, à partir du Maroc, dit-il, non sans humilité. Menant des activités culturelles et associatives au niveau maghrébin. Comme tant de Marocains perspicaces œuvrant pour l'entente maroco-israélienne, entretient des relations avec des personnalités juives d'origine marocaine en Israël. À la tête de ces personnalités politico-religieuses figure le rabbin Raphaël Buganim, ami intime de l'actuel ministre de l'Intérieur, qui est également un chef religieux d'une communauté juive en Israël, président au culte. Car pour ceux qui ne le savent pas, signalons que Moshe Arbel est un rabbin et homme politique israélien. Il est député à la Knesset et membre du parti ultra-orthodoxe Chasse. L'on comprendrait mieux maintenant la relation d'amitié et d'activité établie entre le ministre israélien Moshe Arbel et Raphaël Buganim, tous deux rabbins d'une part, et les liens unissant Jamel Bouamama et les deux personnalités israéliennes d'autre part. Et l'on saisirait beaucoup mieux encore la relation entre les trois personnages en question en découvrant le rôle positif que joue Jamel Bouamama dans les efforts de normalisation et de coopération israélo-maghrébin en dehors des cadres officiels, notamment dans les domaines culturels, spirituels et sociaux, soit dans le cadre de la diplomatie parallèle, toujours avec son indéfectible ami, le rabbin Raphaël Buganim. Pour ne parler ici que de la Mauritanie, parallèlement au Maroc bien entendu, le voici, par exemple, en mission à Nouakchott, avec son intime Raphaël Buganim, aux côtés de l'actuel ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, Neni Ould Shrouga. C'était le vendredi 14 février 2020. Neni Ould Shrouga était alors ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Nous nous sommes un peu focalisés sur la visite du ministre de l'Intérieur Moshe Arbel par rapport à celle de ses collègues précités pour deux raisons, suscitant l'étonnement par la comparaison. Premièrement, c'est la personnalité étatique israélienne qui a eu le plus de contacts avec les Marocains en se déplaçant dans 3 villes du royaume et qui a même reçu un homme d'affaires marocain pas comme les autres, en marge de sa visite officielle, en l'invitant à un dîner spécial réservé aux représentants de la communauté juive marocaine, le seul Marocain ne faisant pas partie des officiels marocains. Deuxièmement, malgré tous les facteurs favorables cités dans le premier point, suggérant plus de rapprochement israélien vers le Maroc durant la visite de Moshe Arbel, c'est par ce dernier et son ministère que semblerait émaner le mystère. La contradiction a précisément jailli du département de l'intérieur israélien. C'est un coup de frein brutal ou inattendu du processus auquel on assista. Car, au même mois de juin de l'année dernière, il n'y a donc pas une éternité, voyons, et plus précisément le mardi 21 juin 2022, la ministre israélienne de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a rencontré son homologue marocain M. Abdelwafi Laftit et s'est entretenue avec lui, avant de déclarer, on l'a vu, qu'Israël reconnaissait la souveraineté du Maroc sur son Sahara. 1 an plus tard, presque jour pour jour, soit le 16 juin 2023, le ministre israélien de l'Intérieur, M. Moshe Arbel, successeur de Mme Ayelet Shaked, se réunit à son homologue marocain, le même Abdelwafi Laftit, mais s'interdit de faire la même déclaration que la ministre de l'Intérieur précédente. Beaucoup d'observateurs, tant marocains qu'israéliens, favorables à une entente maroco-israélienne, tenant compte des droits onusiens légitimes du peuple palestinien, et dans le cadre de l'accord tripartite Maroc-USA-Israël, ne comprennent pas pourquoi le même ministère israélien de l'Intérieur, reconnaissant la marocanité du Sahara, en étant le premier département gouvernemental à ouvrir le bal en la matière, qui avait initié la série des déclarations orales, qui soit, paradoxalement, le premier à y mettre fin 1 an plus tard, presque jour pour jour, en s'interdisant de reconnaître oralement la marocanité du Sahara. Pourquoi une telle contradiction dans la même direction?
Comment expliquer le fait que 3 hauts responsables étatiques israéliens, soit 2 ministres soutenus par la 3e personnalité de l'État d'Israël, en la personne du président du Parlement, la Knesset, aient déclaré publiquement, tous les 3, lors de leur visite au Maroc, que le Sahara occidental est marocain, et remarqué ensuite non seulement une abstention de déclaration similaire de la part du ministre de l'Intérieur et de la Santé, et non seulement un refus de confirmation de la déclaration favorable du président de la Knesset, faite juste une semaine auparavant, mais le fait que la primature gouvernementale israélienne veut conditionner sa reconnaissance de la marocanité du Sahara par la tenue préalable au Maroc de la 2e conférence de Negev. Une surprise inattendue de la part d'Israël, on l'a signalé d'emblée dans la première partie. En tout cas, personnellement, je ne voudrais pas le croire, même si l'information émanait de l'une des plus prestigieuses agences de presse mondiale, Reuters. Car, selon ma propre vision de politologue historien, chercheur essayiste sur la question du Sahara depuis de longues années et professeur des universités, l'État d'Israël commettrait une erreur géopolitique monumentale en voulant conditionner officiellement la proclamation gouvernementale de sa reconnaissance de la marocanité du Sahara à l'ouverture préalable au Maroc, au Sahara marocain précisément, du 2e forum de Negev. Et nous expliquerons pourquoi dans une prochaine vidéo. Et ce serait une condition contraire au sens et à l'essence de l'accord tripartite du 22 décembre 2020. Qui, répétons-le, contient déjà une reconnaissance israélienne implicite de la marocanité du Sahara, comme nous croyons l'avoir démontré. J'espère que les responsables israéliens prendront connaissance de cette opinion académique, car je sais que cette chaîne est suivie par une certaine presse à Tel Aviv. Pourquoi le gouvernement israélien s'arrête-t-il en si beau chemin? Basculement? Revirement? Ou rétropédalage de Tel Aviv? Pourquoi le gouvernement israélien s'arrête-t-il en si beau chemin? Basculement? Revirement? Ou rétropédalage de Tel Aviv? Basculement? Revirement? Ou rétropédalage de Tel Aviv? Voilà donc comment et pourquoi, à la lumière de ce qui précède, l'on voit qu'une bonne partie de l'opinion nationale et internationale s'interroge depuis le 16 juin 2023, c'est-à-dire la date où s'achevait la visite officielle du ministre de l'Intérieur et de la Santé d'Israël au Maroc, s'interroge au point de penser que le gouvernement israélien a trompé le Maroc en faisant volte-face sur le Sahara marocain. Un sentiment qui, tout en le comprenant, n'est pas forcément l'opinion de tous, à commencer par Israël. Nous tenterons de décrypter cette nouvelle problématique israélo-marocaine et ses probables répercussions sur la nouvelle dynamique de leurs relations. À la prochaine vidéo si Dieu le veut, je l'espère.